Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers collègues, Mesdames et Messieurs et chère Edith, je suis très honoré d'être dans cette assemblée et également très impressionné. Alors, je tiens à remercier évidemment les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque en l'honneur du professeur Buser, et je vais parsemer mon discours de citations, disons, en direct du professeur Buser, puisque j'ai eu l'honneur de rester plus de 20 ans dans son laboratoire. Alors, au cours des années 70, un physicien en culotte courte, en l'occurrence moi-même, a sonné à la porte du laboratoire de neurophysiologie comparée de l'Université Paris 6, et le professeur Buser l'a accueilli, malgré ses cheveux longs. À l'époque, j'avais les cheveux jusque-là. Et donc, le professeur Buser m'a toutefois averti que j'allais être dans le collimateur, à cause de ma formation de physicien et de non-biologiste. Alors, être dans le collimateur, nous sommes dans le collimateur, vous êtes dans le collimateur, c'est une expression qui était très fréquemment utilisée par Pierre Buser, mais on n'a jamais su vraiment qui était derrière le collimateur. En tout cas, il a énormément utilisé. Alors, je dois avouer que la vision intégrée des neurosciences du professeur Buser m'a beaucoup influencé et m'influence encore dans mes travaux de recherche. Alors, je tiens à être extrêmement reconnaissant vis-à-vis de lui pour cette raison. Alors, Pierre Buser, il m'a marié, selon son expression, avec Claude Perret, qui est situé à gauche, là. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à faire marcher ça. Oui, voilà, ici, Claude Perret. Alors, ce mariage était finalement réussi, puisqu'il a duré plus de 20 ans, pendant lesquels nous ne sommes pas disputés, et nous avons donc travaillé et produit pas mal de résultats ensemble. Quelques années plus tard, dans les années 80, Didier Orsal, qui est représenté au milieu, ici, bon, vous avez reconnu, Didier Orsal, ici, nous a rejoints, et à nous trois, nous formions ce que Pierre Buser dénommait le groupe des moelleux. Moelleux, puisque nous travaillions sur la moelle épinière, et on était intéressé à un problème important qui était la genèse de la locomotion, le contrôle nerveux de la locomotion chez le chat, comme modèle expérimental. Alors pourquoi ce travail ? En fait, si on regarde l'autobiographie donc parue en 2001 chez Académique, écrite donc par Pierre Buser, il nous explique pourquoi il s'intéressait à la locomotion. Il essayait en fait de comprendre comment étaient engendrées les activités efférentes par le système nerveux central. Et pour lui, les activités efférentes, c'était des activités donc motrices. C'est un bon exemple, puisqu'on a objectivement, on peut les voir, mesurer en tout cas. Donc une activité motrice et même locomotrice. Et à l'encontre de ce qui était pensé à l'époque, ce qui était utilisé à l'époque, les dogmes à l'époque, c'était une optique sherringtonienne, c'est-à-dire que la locomotion était un enchaînement de réflexes, et pour lui, le système nerveux central, par lui seul, et même réduit à la seule moelle épinière, devait être capable de produire de la locomotion, en l'absence de retour sensoriel dû au mouvement des membres. Alors la stratégie, à l'époque, est évidemment de supprimer ces retours sensoriels. Alors comment faire ça ? Eh bien, tout simplement, en utilisant un animal, une préparation décérébrée, qui exprime spontanément de la locomotion, et puis en le paralysant par curarisation, injection d'une substance curarisante. C'est une technique qui, à l'époque, était très originale et qui, finalement, a débouché sur énormément de résultats, sur à la fois la mise en évidence et l'organisation des réseaux locomoteurs chez cet animal et, d'une manière générale, chez les mammifères. Donc, cette suppression des informations sensorielles est en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut enregistrer évidemment l'activité nerveuse qui sort du système nerveux central par des enregistrements dits extracellulaires de nerfs musculaires. On peut donc détailler parfaitement la commande motrice qui va vers ces différents muscles, qui ne contractent pas, bien sûr. Et puis, on peut enregistrer également en intracellulaire d'après l'activité des motoneurones. C'est ce que nous avons fait. Et pour vous donner un exemple de quelque chose d'important, ici est représenté sur cette diapositive de la locomotion réelle, c'est-à-dire la locomotion chez l'animal non curarisé. Alors vous voyez que à gauche, qui est représentée, c'est la coordination interappendiculaire. C'est compliqué, très compliqué. Ça a pris énormément de temps à essayer de déchiffrer ce message. Et ensuite, à droite, la coordination interappendiculaire. Donc vous avez des schémas extrêmement complexes qui dépendent de l'allure de l'animal. Qu'est-ce qu'il fait ? Il marche, il trotte, il galope, il tourne à droite, il tourne à gauche, il marche à reculons, etc. Donc très compliqué.
Et puis ça dépend également des informations sensorielles, c'est-à-dire si l'animal marche sur un sol glissant, un sol meuble, etc. Donc c'est très différent. Donc chez l'animal curarisé, donc paralysé, on peut enregistrer, donc je disais, sur les nerfs musculaires, des activités qui ressemblent étrangement à cette organisation dont je vous ai parlé pour les contractions musculaires de l'animal non curarisé. Donc ça ressemblait étrangement, ça n'en était pas, et Pierre Buser a proposé le terme de locomotion fictive pour décrire ces modes d'activation. Alors, il cite d'ailleurs dans son autobiographie qu'il a créé ce terme qui a eu un succès fou, puisqu'il a tout de suite été utilisé par les neurobiologistes, je devrais dire les neurophysiologistes à l'époque, maintenant c'est plus neurophysiologistes, et il perdure actuellement, et on parle donc de locomotion fictive, et dans le milieu, je dirais, moteur ou locomoteur, on sait ce que veut dire locomotion fictive, c'est donc l'expression de la sortie des réseaux locomoteurs. Plus tard, ce qui a été montré, c'est qu'effectivement, ces réseaux locomoteurs qui produisent la locomotion fictive sont situés dans la moelle épinière. Et on leur a donné un nom, enfin ce sont les anglo-saxons qui leur ont donné un nom, qu'on appelle Central Pattern Generators, ou CPG, c'est un acronyme que je vais utiliser plus tard, qu'on utilise couramment maintenant, je suis désolé, en français également. Donc des réseaux de neurones capables de générer l'activité locomotrice en l'absence de retour d'informations sensorielles cycliques. Alors, mais évidemment, dans la vie normale, dans la locomotion normale, la locomotion, c'est pas du tout ça. En effet, en haut, j'ai représenté un diagramme dans lequel on montre que pendant la locomotion fictive, finalement, le système fonctionne en boucle ouverte. C'est-à-dire que la commande nerveuse, le réseau de neurones locomoteurs, agit sur les motoneurones et puis il n'y a pas de mouvement. En revanche, lorsque l'animal va se mettre à marcher, eh bien, il y a des retours sensoriels qui sont représentés là. Et ces retours sensoriels vont changer complètement la configuration du réseau. Et vous avez également des commandes descendantes qui peuvent changer la configuration du réseau pour faire passer, par exemple, l'animal du trot au galop, par exemple. Et ces retours sensoriels et ces voies descendantes ici qui contrôlent les réseaux, nous les avons analysés avec des enregistrements intracellulaires au niveau des motoneurones, et on montre que c'est très subtil, c'est une balance subtile entre les actions inhibitrices et excitatrices sur les différents groupes de motoneurones correspondant aux différents muscles qui sont mis en jeu. Donc j'ai pas le temps d'entrer dans ces détails qui n'intéressent finalement que des gens dans le milieu locomoteur. En tout cas, l'activité sensorielle est là, et alors ce qu'il faut rajouter, c'est qu'en fait, l'information sensorielle est également contrôlée par... attendez, que je ne me trompe pas, est également contrôlée, c'est-à-dire qu'ici, vous avez un contrôle de la sensibilité des récepteurs sensoriels. Alors, Alain Berthoz nous a parlé du contrôle fusil-moteur, c'est un exemple, c'est-à-dire que le système, la sensibilité de ces récepteurs va être ajustée optimalement de façon à ce qu'il y ait une très bonne efficacité du retour sensoriel dû au fuseau neuromusculaire. Vous avez également des contrôles comme ça du système vestibulaire et actuellement, enfin on sait maintenant, du système, de la vision et de l'audition. Donc tous les systèmes sensoriels, les informations sont contrôlées par le système nerveux central. Quand vous marchez, par exemple, vous avez vos réseaux qui contrôlent ça. Autre chose, un autre type de contrôle, c'est le contrôle dit présynaptique, qui, lui, contrôle toutes les informations sensorielles et ne les laisse passer qu'à certains moments du cycle locomoteur, c'est-à-dire aux moments cruciaux, par exemple lorsque l'animal pose le pied sur le sol. Ça, c'est un contrôle extrêmement puissant qui ne laisse pas passer n'importe quoi, je dirais, tout simplement. On peut discuter plus tard, si vous voulez, de l'intérêt de ça. Et pour finir, vous avez ce qu'on appelle un feedback interne, c'est-à-dire que les informations médulaires, ici, sont envoyées vers les centres supérieurs, en particulier le cervelet et la formation réticulée, et là, ils vont donc informer les centres supérieurs du fonctionnement. Alors, vous voyez, tout ça, c'est un système de boucle, c'est compliqué, c'est très compliqué, et finalement, on a du mal à comprendre, et la seule stratégie possible, c'est la modélisation. Chose j'en avais parlé donc à Buser, au professeur Buser, et il est tout à fait d'accord, mais allez-y, Kabelgen, on verra bien, ne vous y perdez pas. Alors, on va voir qu'en fait, sur un autre système, je ne suis pas trop perdu. Donc, pour terminer sur cet aspect, ces concepts de CPG, disons, et de locomotion fictive, finalement, on les a retrouvés pour d'autres activités motrices. Donc, on peut parler, par exemple, de mastication
fictives, de respiration fictive, de déglutition fictive, de mouvements oculaires fictifs, etc., etc. Et différents réseaux de neurones. Alors évidemment, ce qu'il faudrait savoir maintenant, et c'est ce qui est l'objet d'études actuelles dont je ne parlerai pas, c'est comment est sélectionné chaque type de réseau ici par les centres supérieurs, c'est-à-dire comment sélectionner et coordonner. Comment on coordonne, par exemple, la locomotion avec la respiration, la mastication avec la respiration également, et la déglutition avec la mastication. Voilà. Donc, voilà où on en est en ce qui concerne, disons, des idées principales qui sont issues de ce qui se passait qu'est Saint-Bernard à l'époque. Alors, comme vous voyez, c'est extrêmement compliqué, mais à ce niveau de complexité nerveuse, avec les trois composantes, c'est-à-dire les voies descendantes, autrement dit les centres supérieurs, la moelle épinière et les informations sensorielles, il faut rajouter un autre niveau. L'autre niveau est ici, c'est-à-dire qu'il y a le système, les propriétés biomécaniques du muscle, des muscles qui interviennent, du corps plutôt qui interviennent, c'est-à-dire cet animal, par exemple, a un certain nombre de propriétés biomécaniques dans ses membres qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc il faut faire intervenir cette composante. Et également l'environnement. Marcher dans l'eau, hein, ou marcher sur le sol, c'est pas la même chose. Hein. Il y a une composante qui est différente, une composante environnementale qui est différente, puisque vous allez avoir des propriétés physiques différentes pour le milieu extérieur. Alors ça complique encore plus les choses, puisque vous voyez, vous avez le système nerveux, et puis maintenant, vous avez deux autres composantes. Alors, ce qui m'a conduit à citer cette phrase de Pierre Buser dans « Cerveau de soi, cerveau de l'autre », où au cœur des problèmes posés par l'exploration en neurosciences, l'un des plus harcelants est celui de la réduction du complexe au simple. Bien, eh bien moi, j'extrapolerais ça au système, je rajouterai une couche, si je puis dire, avec le système musculo-squelettique et l'environnement. Donc ça nécessite une étude d'approche, disons, globale, intégrée, systémique. C'est ce qui est indiqué en haut. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, tout simplement, on va faire appel à des modélisateurs, c'est ce qui est représenté ici, et puis des roboticiens. Je vous explique après pourquoi les roboticiens. Et c'est l'interaction entre des neurobiologistes, des modélisateurs et des roboticiens qui va permettre d'aller un petit peu plus loin. Alors, c'est illustré ici. Nous l'avons fait alors à Bordeaux sur les urodèles, représentés ici. Je vous explique après pourquoi. Et puis, on a effectué la modélisation et la robotique à l'EPFL, donc à Lausanne, avec le laboratoire biorobotique dirigé par le professeur Åke Hirschberg. Alors, quand j'ai dit au professeur Buser que j'allais travailler avec les Suisses, il était très, très content. Voilà. Donc, pourquoi les amphibiens ? Ben, les amphibiens, urodèles, pourquoi ? Parce que, premièrement, ils peuvent se déplacer dans deux milieux totalement différents, propriétés différentes, aquatiques ou terrestres, donc des contraintes totalement différentes. Et tout ça avec le même corps. Hein. La deuxième chose, c'est que le système nerveux central de ces vertébrés est relativement simple par rapport au système nerveux central des mammifères. Donc, c'est plus facile à étudier. Paraît-il, parce que là, je mettrais plutôt un petit bémol. Et troisième aspect, cet animal est considéré comme représentatif des premiers animaux qui sont sortis du milieu aquatique. Donc, il peut nous donner des informations, son étude peut nous donner des informations sur les modifications des réseaux neuronaux lorsque, les animaux sont partis à la conquête terrestre. Pourquoi la biorobotique ? Alors, pourquoi la biorobotique ? Eh bien, la biorobotique, par définition même, c'est la science d'intégration de plusieurs composantes. Donc, ça tombe bien. Donc, à la fois le matériel, les moteurs, si on veut, les muscles, hein, les senseurs, et puis les boucles d'interaction. Et puis, l'autre chose qui est très intéressante, c'est que les robots bio-inspirés, puisqu'on va s'inspirer du fonctionnement du système nerveux de l'animal et des propriétés des muscles, eh bien, ce sont des robots, qui permettent de tester des hypothèses qui sont difficiles à tester chez l'animal, évidemment. Et puis, troisième point qui n'est pas indiqué ici, c'est qu'on n'a pas besoin, dans le cas de robots, de modéliser le milieu extérieur, puisque le robot se déplace dans un milieu extérieur qui est réel. Donc, on n'a pas besoin de le modéliser, et vous savez probablement que c'est extrêmement difficile de modéliser, par exemple, le milieu extérieur, en particulier aquatique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on utilise une salamandre, enfin un urodèle amphibien qui est représenté ici ? Alors, vous voyez que cet animal, j'ai pris deux modes locomoteurs typiques de cet animal, c'est-à-dire la marche, où vous avez des mouvements rythmiques des membres et des mouvements latéraux du corps.
ça forme une forme de S quand il se déplace, on va voir pourquoi après, et puis des mouvements de nage, comme ça, il passe instantanément de la marche à la nage, et vous remarquerez que pendant la nage, l'animal ne déplace pas ses membres de façon rythmique, les membres sont collés le long du corps, plus ou moins proches du corps, ça lui permet de pénétrer plus facilement dans l'eau. Alors cet animal, le nom est ici, ce sont des pleurodèles, qui sont, on appelle aussi des tritons d'Espagne. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau musculaire, eh bien, au niveau des synergies musculaires, vous voyez, c'est représenté là. Vous avez les muscles pendant la nage, les muscles des membres sont complètement inactifs ou toniques, activés toniquement, alors que les muscles du dos, la musculature ici axiale, est activée rythmiquement, séquentiellement. On dit qu'il y a des ondes propagées de la tête à la queue. Okay ? En revanche, pendant la marche, les muscles des membres sont activés rythmiquement, en haut et en bas, là. Et puis, en revanche, au niveau de l'axe du corps, vous avez des activations dites stationnaires, c'est-à-dire des contractions du même côté qui sont en phase. Donc, les deux types de synergie musculaire sont totalement différentes, correspondent à deux modes locomoteurs différents. Je vous rappelle que le passage de l'un à l'autre se fait en un cycle, même pas un cycle, instantanément. Bon, il faut essayer de comprendre ça. Et puis, à droite est représentée une autre caractéristique, c'est que les mouvements natatoires sont toujours plus rapides que les mouvements de marche. Par exemple, chez cet animal, le mouvement natatoire sont entre 1,6 et 3 Hz, ça peut aller jusqu'à 4 Hz, et là, la marche est de 0,6 à 1,2. Vous n'avez jamais de recouvrement entre les deux bandes de fréquences ici. Jamais. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les deux modes locomoteurs sont distincts par à la fois les synergies musculaires et leurs fréquences auxquelles ils se produisent. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est qu'il existe dans le tronc cérébral de chez cet animal, une région qu'on appelle la région mésencéphalique locomotrice. L'acronyme anglo-saxon, c'est MLR, que je vais utiliser. Bon, et cette région, lorsqu'elle est stimulée, vous voyez, elle est localisée ici, lorsqu'elle est stimulée, progressivement, on augmente l'intensité de stimulation de façon tonique, l'animal commence à marcher, puis il marche de plus en plus vite, et tout d'un coup, à un moment atteint un seuil, il se bascule, le mode locomoteur bascule en nage. Et là, les oscillateurs des membres, enfin les membres ne bougent plus, tel qu'on l'a vu, et puis les oscillateurs de membres oscillent plus vite, puisque le tronc oscille plus rapidement dans la nage que pendant la marche. Alors je vous signale que cette région MLR, c'est pas une région qui est complètement spécifique à cet animal. Elle a été décrite chez tous les vertébrés, depuis les lamproies jusqu'à l'homme. Alors pas besoin de vous dire que chez la lamproie, c'est pas le passage de la marche à la nage, c'est l'augmentation de la fréquence de nage. Chez l'oiseau, cette stimulation, l'animal se met à marcher, puis ensuite étend les ailes et décolle, commence à voler. Chez le chat, vous avez d'abord de la marche, puis du trot, puis du galop. Bon, chez l'homme, on sait qu'il y a certaines données cliniques qui montrent que une lésion de cette région par AVC, je dirais, empêche, disons, l'initiation locomotrice. Bon, on pourrait en reparler si vous voulez. Donc, ce sont ces deux points. Et les deux questions que nous avons auxquelles nous avons essayé de répondre, c'est premièrement, quelle est l'organisation du CPG locomoteur, c'est-à-dire du réseau locomoteur, chez ces animaux. Et ensuite, quels sont les mécanismes qui peuvent permettre de passer d'un mode locomoteur à un autre. Alors, en ce qui concerne l'organisation ou l'architecture, pour parler plus correctement, l'architecture du CPG locomoteur, on est parti tout simplement sur un principe qui est le suivant, c'est qu'il existerait donc un CPG axial, celui qui est responsable de l'ondulation du corps, et puis des CPG des membres, pour les membres antérieurs et les membres postérieurs. Vous voyez, c'est le croisement des trois qui sont là, qui nous donne donc le CPG total. Et nous avons utilisé les techniques que nous avions utilisées chez le chat, c'est-à-dire que nous avons utilisé des animaux décérébrés, et puis nous avons enregistré l'activité de nerfs moteurs, des nerfs musculaires, je dirais, des membres antérieurs ou postérieurs, ou bien des racines ventrales. Et la locomotion était induite soit pharmacologiquement en perfusant avec une substance type glutamate dans le milieu, puisque la préparation était in vitro. Très confortable préparation, puisqu'on peut la garder pendant plusieurs semaines si on veut. Ce que nous ne faisons pas, puisque vous savez tous que si vous avez une lésion du système nerveux, puisque l'animal est décérébré, vous avez des modifications assez rapides de tous les réseaux neuronaux. Donc on le gardait 24 heures. Bon, donc en tout cas, on a de la locomotion fictive, et si on fait ça, on a obtenu, comme ça je vous passe les détails, on a obtenu en électrophysiologie l'organisation du réseau locomoteur. Alors la première chose étonnante, au début en tout cas, c'est que le réseau locomoteur axial, vous voyez ici, il est en deux parties, une partie verte, une partie bleue, une qui correspond
au tronc, c'est-à-dire qui contrôle les contractions musculaires au niveau du tronc, de l'axe du tronc, donc, et au niveau de la queue qui est ici. Je vous rappelle que la moelle épinière chez cet animal va de la tête, de la base du crâne ici jusqu'à l'extrémité de la queue. Hein, il y a de la moelle épinière dans la queue. Bon, donc ces deux blocs qui sont ici, qui peuvent être activés indépendamment l'un de l'autre. Hein, l'un de l'autre. Ces deux blocs ici sont constitués d'une double chaîne d'oscillateurs médulaires, c'est-à-dire que chaque segment médulaire a un oscillateur à gauche, un oscillateur à droite. Vous avez un exemple ici, où dans chaque réseau, ici, dans chaque module, oscillateur, chaque oscillateur, il est constitué de neurones glutamatergiques et de neurones glycinergiques. Bon, je ne veux pas entrer dans ces détails-là maintenant. Bon, en tout cas, on connaît parfaitement l'organisation de chaque oscillateur qui est ici. Alors, à ce CPG axial, on peut ajouter évidemment les CPG des membres. Alors, les CPG des membres sont représentés là. Les membres, chaque membre a son CPG ici, que j'ai symbolisé par cet oscillateur. Cet oscillateur, ce qui est très important, c'est que ces CPG des membres, premièrement, ont une fréquence intrinsèque, ces oscillateurs ont une fréquence intrinsèque plus basse que la fréquence de l'axe, c'est-à-dire qu'un oscillateur isolé de l'axe va avoir une certaine fréquence, des membres vont avoir une fréquence plus basse, systématiquement. Première chose. Et deuxième chose, les connexions entre les CPG des membres et le CPG axial sont des connexions locales qui sont représentées par ces flèches ici, qui sont des connexions donc qui intéressent uniquement les segments proches, médulaires proches de l'animal. Alors, si on regarde d'un point de vue évolutif, eh bien, vous savez, la structure, l'architecture du réseau locomoteur chez la lamproie a été très bien étudiée par l'équipe de Sten Grillner au Karolinska. Donc, vous avez une représentation à gauche et vous remarquez que ça ressemble étrangement à ce qui a été décrit chez la salamandre. Sauf que chez la salamandre, j'ai deux parties, une partie qui correspond au tronc et une partie qui correspond à la queue. Et à ceci, donc, on peut considérer qu'il y a une modularisation du CPG de la lamproie quand on passe de là à là. Ça permet évidemment d'augmenter la combinatoire, c'est-à-dire qu'on peut activer celui-ci, le vert, ou le bleu, ou le vert et le bleu. C'est ce qui augmente. Frère, souhaitez-vous garder un petit moment pour la discussion ou pas? Bientôt fini, oui. Ah bon, ouais, merci. Bien. Ça me rassure. Bien. Donc, ils ont je disais oui. En plus des fréquences différentes pour les membres, donc ça augmente la combinatoire, ce qui permet à l'animal d'avoir une plus grande richesse de locomotrice. Alors je vais passer ça. Alors pour comprendre comment se fait la transition, eh bien nous avons évidemment pris ce réseau et nous l'avons modélisé avec l'équipe donc de Hauke-Hispert, dont le nom est indiqué en bas à droite, à Lausanne. Et à partir de là, on peut donc modéliser ça, implanter ça dans un ordinateur et piloter un robot. Alors je vous passe ça, l'explication là, c'est exactement ça. Et on l'applique, on l'impose à un robot par un système de Wi-Fi. Vous avez le robot qui s'appelle Salamandra Robotica, qui est représenté à droite, et vous allez voir une représentation qui a eu lieu à Lyon, qui vous montre à l'Inno-Robot, qui a eu lieu à Lyon en 2013, qui vous montre donc le robot qui nage comme ça, tout simplement en envoyant une commande tonique, descendante, si je puis dire, et il se met à tourner lorsque la commande est asymétrique, c'est-à-dire plus à gauche ou plus à droite. Et puis vous allez voir, on va terminer par là, qui retourne, voilà. OK. Voilà, donc il arrive comme ça, ici. Donc, alors, pour terminer, j'ai deux diapos pour terminer. La première, c'est à quoi ça sert les biorobots à part pour s'amuser. Eh bien, ça sert à quoi? C'est tout simplement, ça permet de tester, vous voyez, ici, un biorobot, c'est le nouveau qui a été fait, mais je passe, qui est ici. Ça permet de tester certaines hypothèses en neurosciences, mais en biomécanique également pour les roboticiens et éventuellement pour la paléontologie en prenant des fossiles de façon à essayer de comprendre comment les animaux marchent. Et donc, vous avez une représentation ici des différents robots actuellement mis au point, le robot lamproie, le robot salamandre, le nouveau, le robot chat et le robot humain, vous connaissez. Et je termine là-dessus, sur la phrase de Pierre Buzer, qui je trouve est une phrase optimiste, ce qui n'est pas une caractéristique de Pierre Buzer. Nous vivons une période où la neuroscience fonctionnelle a repris de l'importance, après un épisode de relative négligence par la communauté scientifique devenue réductrice, 2013. Et ça, moi, je pense que c'est avéré par le graphique suivant qui vous montre le nombre de publications en système neuroscience, où vous voyez qu'ici, il y a une augmentation au cours des années, okay, avec un bond ici, là, à partir de 2010, vous voyez, vous avez un bond ici. Donc, je pense que sa prédiction est tout à fait, de 2013, est tout à fait bonne. Voilà. Je vous remercie de votre attention.